Imaginez, vous semblez avoir tout pour être heureux. Des relations épanouissantes, un travail stable, une vie quotidienne sans accroc. Pourtant, le soir, au lit, une petite voix intérieure vous murmure « C'est tout, rien ne vous satisfait vraiment. Vous aspirez au bonheur, mais à chaque fois que vous le touchez, il vous échappe. » Carl Jung l'avait déjà compris. Il affirmait que le véritable problème n'est pas l'absence de bonheur, mais le fait de le chercher au mauvais endroit. Si ce sentiment vous parle, cette vidéo est pour vous. La plupart des gens attribuent leur malheur à des facteurs extérieurs. Un mauvais travail, une mauvaise ville, une mauvaise relation, une mauvaise personne. Ils se disent « Si seulement j'avais ceci, je serais heureux ». Et c'est le cas. Ils se sentent bien un temps. Puis ce même vide revient. Plus profond, plus silencieux, plus persistant. Alors, cette fois, la personne se tourne vers autre chose. Un objectif plus ambitieux, une relation plus palpitante, un titre plus prestigieux. Comme si trouver la bonne chose allait combler ce vide. Mais non, jamais, car le problème n'est pas extérieur. Jung l'a compris depuis longtemps et l'a énoncé très clairement. Le monde intérieur ne change pas sans changement des conditions extérieures. Mais lorsque le monde intérieur change, les conditions extérieures deviennent insignifiantes. Cette phrase paraît simple, voire un peu cliché, mais lorsqu'on en saisit toute la portée, notre vision de la vie change, car elle dit « Le vide en vous n'est pas le signe d'un manque dans votre vie, mais d'un manque en vous-même. Alors, que pourrait-il vous manquer? Chaque matin, vous vous réveillez, allez travailler, parlez aux gens, souriez, assumez vos responsabilités. Que pourrait-il vous manquer? La réponse de Jung est vous-même, votre véritable nature, sans masque, sans rôle, sans attente. Selon Jung, la grande majorité des gens construisent leur vie en dehors de leur véritable moi. Ce n'est généralement pas un choix conscient. Cela commence dès le plus jeune âge. Votre famille vous apprend à vous comporter pour être aimé. Votre école vous impose le modèle auquel vous devez vous conformer pour être considéré comme une personne qui réussit. Votre environnement vous impose silencieusement mais fermement comment vous devez paraître, parler et vous sentir pour être accepté. Et vous vous conformez. Car se conformer, c'est survivre. Parce que le rejet fait mal. Parce que l'exclusion est terrible. Les années passent. Les rôles que vous avez adoptés s'enracinent de plus en plus. Vous les maîtrisez si bien que vous oubliez qu'il ne s'agit que de costumes. Vous êtes professionnel, responsable, fort, joyeux ou calme. Faites-vous tout cela parce que vous l'êtes vraiment ou parce qu'on l'attend de vous? La plupart du temps, vous n'avez même pas l'occasion de vous poser cette question. Car la vie s'écoule sans cesse. La liste des choses à faire est interminable. Les besoins des autres passent toujours en premier. Et lorsque vous vous réfugiez dans le silence, un malaise s'installe en vous. Comme si être seul avec soi-même était dangereux. Comme si quelque chose vous attendait dans ce silence et que vous n'étiez pas prêt à l'affronter. C'est précisément pourquoi les gens s'occupent constamment. Téléphone, réseaux sociaux, bruit, foule. Ce ne sont pas que des divertissements, ce sont aussi des échappatoires. Le moyen le plus simple d'échapper à cette voix intérieure est de créer un bruit extérieur suffisamment fort pour la couvrir. Mais cette voix ne se tait pas. Quand vous vous allongez le soir, écran éteint, quand le silence retombe dans la maison, cette voix revient. Et elle demande « C'est tout? C'est tout ?» Jung ne voit pas cette question comme un symptôme de maladie. Au contraire, il la décrit comme l'appel le plus sincère de l'âme. Cette voix ne vous dit pas que quelque chose ne va pas, mais que quelque chose n'a pas encore commencé. Que vous n'avez pas encore vraiment commencé à vivre. Que vous n'avez pas encore pleinement trouvé votre propre vie, vos propres valeurs, votre propre voie. Et c'est pourquoi aucun succès extérieur ne peut combler ce vide. Car ce vide ne se comble pas par le succès, mais par l'authenticité. Peu importe la perfection avec laquelle vous jouez votre rôle dans le scénario de quelqu'un d'autre, ce scénario n'est pas votre vie. Et votre âme le sait. Elle le sait chaque jour. Elle vous avertit par de petits signaux. Parfois, cela se manifeste par une lassitude, un épuisement inexplicable. Parfois par un sentiment d'absurdité, un vide intérieur, alors que tout va bien. Et parfois par une vague de tristesse inattendue à un moment où vous devriez être pleinement heureux. Ce ne sont pas des dysfonctionnements, mais des signes. Ce sont des moments où votre âme vous invite à revenir. Jung l'a observé et a dit « Plus une personne évite de se connaître, plus la vie la force à se rencontrer. » Que ce soit par des crises, des pertes, ou par cette profonde et chronique insatisfaction. Le choix vous appartient, soit vous vous tournez volontairement vers l'intérieur, soit la vie vous y contraint. Le vide en vous n'est pas un manque, c'est le moi que vous n'avez pas encore rencontré. L'un des concepts les plus puissants de Jung est celui de persona, et sa compréhension transformera à jamais votre regard sur vous-même
et sur les autres. Persona vient du latin persona, qui signifie masque, en référence au grand masque que portaient les acteurs du théâtre grec antique pour révéler leur identité au public. Lorsque Jung a introduit ce concept en psychologie moderne, il entendait par là que nous portons tous des masques dans la vie sociale, et que ce n'est pas forcément un problème. Au travail, vous êtes un professionnel. À la maison, vous êtes un parent. Avec vos amis, vous êtes joyeux et détendu. Avec des inconnus, vous êtes prudent et réservé. Ces masques sont une composante inévitable de la vie sociale. Mettre en avant différents aspects de soi-même selon les situations peut même être considéré comme un signe de maturité et d'adaptabilité. Le problème ne réside pas dans le masque lui-même. Le problème commence lorsque l'on oublie qui l'on est derrière le masque. Et cet oubli se produit bien plus tôt et bien plus subtilement que la plupart des gens ne le pensent. Réfléchissez. Quelles émotions ont été reconnues durant votre enfance et lesquelles ont été ignorées? Lorsque vous étiez en colère, vous disait-on de « vous calmer » quand tu pleurais? Entendais-tu « les adultes ne pleurent pas ». Quand tu étais enthousiaste, te disait-on « n'exagère pas ». Chaque instant était porteur d'un message. Certains de tes sentiments sont acceptables, d'autres non. Certains aspects de ta personnalité méritent d'être aimés, d'autres doivent rester cachés. Et pour être aimé et accepté, tu as enfoui toujours plus profondément ces aspects qui devaient l'être. Tu as créé une version plus docile, plus acceptable, plus meilleure de toi-même. C'est ainsi que ce personnage est né, et au fil des années, ce personnage est devenu si fort que tu ne le considérais plus comme un costume. Maintenant, je veux te poser une question très importante, et je veux que tu y répondes honnêtement. Le matin, au réveil, si personne ne te regardait, si personne n'attendait rien de toi, si tu n'avais aucun rôle à jouer, qui serais-tu? Que ressentirais-tu? Que désirerais-tu? Comment parlerais-tu? La plupart des gens sont incapables de répondre à cette question. Soit ils peinent à répondre, soit ils doutent de la sincérité de leur réponse, la considérant simplement comme la réponse attendue. Car le personnage est tellement intériorisé que la frontière entre lui et leur véritable nature s'estompe. Et c'est de là que provient la véritable fatigue. Comprenez que ce qui vous épuise, ce ne sont pas les difficultés de la vie, mais le poids de cette tentative constante d'être quelqu'un d'autre. Songez à l'énergie considérable dépensée chaque jour, dans chaque situation, dans chaque relation, pour tenter de répondre aux attentes. Paraître compétent au travail, être fort à la maison, être amusant avec ses amis, paraître inspirant sur les réseaux sociaux. Tout cela exige de l'énergie, beaucoup d'énergie. Et cette énergie vient de quelque part. D'où? De vous, de votre véritable nature. Un peu plus chaque jour, un peu plus chaque année. Jusqu'à ce qu'un matin, vous vous réveillez profondément épuisé. Vous avez dormi, mais vous ne vous êtes pas reposé. Car le sommeil repose le corps, mais l'âme, lasse de porter ce personnage, ne trouve pas le repos dans le sommeil. Jung dit « Ce qui est inconscient devient destin ». Réfléchissez à cette phrase dans le contexte du personnage. Si vous n'êtes pas conscient de votre persona, vous ne choisissez pas ce masque. Vous le portez tout simplement, automatiquement, sans réfléchir, sans vous poser de questions. Et au bout d'un moment, ce masque commence à décider pour vous. Quel emploi accepter, quelle relation entretenir, à quoi dire oui et à quoi dire non. Ce n'est pas vous, c'est votre persona qui décide. Car votre persona n'a qu'un seul but, obtenir l'approbation et éviter le rejet. Et pour atteindre ce but, elle sacrifie sans cesse vos véritables besoins, vos véritables limites, vos véritables désirs. Avez-vous déjà dit oui alors que vous n'en aviez pas envie? Avez-vous déjà voulu vous exprimer mais garder le silence? Avez-vous déjà su que rester dans une relation ou une situation vous épuisait, sans pouvoir la quitter? C'est alors que votre persona était à l'œuvre. La peur du rejet est l'arme la plus puissante de votre persona, et elle l'utilise sans relâche. Mais votre persona est-elle entièrement mauvaise? Non. Jung l'affirme clairement lui aussi. Votre persona est un outil indispensable à la vie sociale. Il n'est ni possible ni souhaitable de l'éliminer complètement. Mais en prendre conscience, savoir qui elle est, ne pas s'y identifier, voilà ce qui est essentiel. Car lorsque vous prenez conscience de votre personnalité, vous pouvez l'utiliser comme un outil, non pas par nécessité, mais par choix. Vous pouvez vous dire « J'ai besoin de jouer ce rôle maintenant » et je le choisis. Et le soir, en rentrant chez vous, vous pouvez retirer ce masque. Vraiment. Mais il faut d'abord réaliser que le masque est là. Et cela demande beaucoup plus de courage qu'il n'y paraît. Nous allons maintenant beaucoup plus loin. Vous comprenez la persona, le masque que vous montrez au monde extérieur. Mais derrière ce masque, il n'y a pas que votre véritable nature. Il y a aussi l'ombre. Et l'ombre est peu.
être le concept le plus frappant, le plus troublant, mais aussi le plus libérateur de toute la théorie de Jung. Qu'est-ce que l'ombre? En termes simples, tout ce que vous cachez dans votre inconscient. Les aspects de vous-même que vous considérez comme faibles, les émotions que vous ne pouvez accepter, votre passé honteux, les besoins que vous ignorez, les désirs que vous pensez ne pas pouvoir approuver. Chaque partie de vous-même que vous avez refoulée au fil des ans, en vous disant « ce n'est pas moi » ou « je ne devrais pas ressentir cela ». Rien de tout cela n'a disparu. Cela s'est simplement déplacé quelque part où vous ne pouvez pas le voir, au plus profond de votre inconscient. Et c'est là qu'intervient l'observation la plus cruciale de Jung. Lorsque vous ignorez l'ombre, elle ne disparaît pas. Elle se renforce, car tout ce qui est refoulé accumule de l'énergie. Plus vous l'ignorez, la niez, la fuyez, plus cette énergie grandit. Et un jour, souvent au moment le plus inattendu, quand vous vous y attendez le moins, elle explose. Réfléchissez, vous est-il déjà arrivé de réagir de façon disproportionnée à quelque chose de futile? Un commentaire anodin vous a-t-il déjà mis dans une colère noire ou, à l'inverse, avez-vous déjà ressenti à quel point une critique vous a anéanti, à quel point ce moment vous a hanté pendant des heures, voire des jours? Avez-vous déjà été submergé par d'intenses sentiments de honte, de culpabilité ou d'inadéquation sans raison apparente? Rien de tout cela n'est un hasard. Ce sont des signaux de votre part d'ombre, le refoulé qui tente de remonter à la surface. Et plus vous ignorez ces signaux, plus ils se font entendre. Jung appelle cela la projection. La projection est le mécanisme qui consiste à voir chez les autres ce que l'on ne peut affronter en soi. Cette personne qui vous irrite, vous dérange, vous fait réagir avec une intensité presque irrationnelle, est souvent le reflet d'une part de vous-même que vous ne pouvez accepter. Réfléchissez-y. Une personne qui se plaint constamment de l'égoïsme d'autrui ignore peut être ses propres besoins refoulés. Une personne qui ne supporte pas la faiblesse des autres évite peu être d'affronter la sienne. Si vous éprouvez à la fois de l'admiration et une étrange colère face à la liberté, l'insouciance ou le courage d'une personne, il est probable que vous possédiez également cette caractéristique, mais que vous la réprimez. La projection détruit les relations car vous ne voyez pas l'autre tel qu'il est réellement. Vous le voyez comme le reflet de votre propre monde intérieur. Et toute relation bâtie sur ce reflet finira tôt ou tard par se briser. La vérité que personne n'ose dire ouvertement est la suivante. Si des schémas se répètent sans cesse dans votre vie, si vous tombez constamment dans les mêmes types de conflits, les mêmes types de déceptions, les mêmes types de crises relationnelles, la faute n'est pas extérieure. L'extérieur n'est que le décor. La véritable pièce se joue à l'intérieur. Votre ombre, à votre insu, dirige cette scène. Alors, comment cette ombre s'est-elle formée? Le plus souvent avec les meilleures intentions. Votre famille vous aimait et voulait vous protéger. Quand on vous disait de réprimer votre colère, c'était pour vous faciliter l'intégration sociale. Quand on vous apprenait à dissimuler votre ambition, c'était pour vous éviter l'arrogance. Quand on vous disait de ne pas pleurer, de ne pas paraître faible, de montrer que vous n'aviez besoin de rien, c'était pour vous rendre fort. Mais ces conseils, pourtant bien intentionnés, se sont accumulés au fil des ans, et une partie de vous a été contrainte à l'invisibilité, privée du droit de vivre. C'est pourquoi l'ombre n'est pas fondamentalement mauvaise. Elle est simplement restée invisible, et elle aspire à être vue. Selon Jung, intégrer son ombre ne signifie pas l'ignorer ni s'y soumettre. Intégrer son ombre, c'est reconnaître sa présence, c'est comprendre que ces émotions sombres, ces parts de vous inacceptables, vous appartiennent en tant qu'être humain, qu'elles existent même si elles ne vous définissent pas. Reconnaître sa colère ne signifie pas être en colère, mais l'ignorer, c'est la laisser vous contrôler. Ce que vous fuyez vous contrôle, ce que vous affrontez vous libère. Cela paraît simple, mais à y regarder de plus près, c'est la clé qui éclaire de nombreux aspects de votre vie. Affronter son ombre est inconfortable. Certes, voir, accepter et vivre avec les aspects de soi-même que l'on n'aime pas n'est pas chose facile. Mais ce malaise est passager. Le poids de la fuite, lui, est permanent. Et Jung dit, celui qui reconnaît son ombre devient beaucoup plus honnête, beaucoup plus compatissant, beaucoup plus authentique, envers lui-même comme envers les autres. Car il ne projette plus ses propres défauts. Il sait que ce qu'il voit chez autrui existait d'abord en lui. Cette prise de conscience ne diminue pas la personne. Au contraire, elle l'enrichit. Vous avez désormais cerné le personnage. Vous avez reconnu l'ombre. Mais une question demeure. Pourquoi s'obstine-t-on à courir dans la mauvaise direction? Pourquoi répète-t-on sans cesse le même schéma malgré tous les signaux d'alarme, la lassitude et l'insatisfaction? La réponse de Jung est à la fois simple et brutale.
Parce qu'on ne sait pas ce qu'on poursuit, mais pourquoi on le fuit. Et ces deux choses se ressemblent en apparence. Même énergie, même vitesse, même détermination. Pourtant, l'une mène quelque part, l'autre nous éloigne. Et aussi loin que soit le lieu dont on s'éloigne, ce que l'on porte en soi nous accompagne toujours. Prenons un exemple. Pourquoi quelqu'un veut-il gagner plus d'argent? Être aspire-t-il sincèrement à la liberté, à la sécurité, à une vie meilleure pour ses proches? Ce sont des raisons légitimes et honorables. Mais être se cache-t-il quelque chose d'autre derrière cette quête d'argent? Un sentiment d'inadéquation peut être des carences vécues durant l'enfance, peut être un besoin de validation extérieure pour pouvoir dire « je vaux quelque chose ». Tous deux poursuivent le même but. Mais l'un éprouve de la satisfaction en atteignant son objectif, tandis que l'autre, une fois atteint, en cherche un nouveau. Car l'argent ne guérit pas le sentiment d'inadéquation. Aucun gain extérieur ne peut panser une blessure intérieure. Jung l'a exprimé à maintes reprises de différentes manières. Tant que les gens recherchent le bonheur, la paix et un sens à leur vie à l'extérieur, ce qu'ils y trouvent les satisfait temporairement, puis ce vide se rouvre. Car le monde extérieur ne détient pas la réponse aux problèmes intérieurs, et ce cycle peut se perpétuer toute une vie si l'on n'en prend pas conscience. Maintenant, posez-vous honnêtement la question, où est votre ardeur? Travaillez-vous à construire quelque chose que vous aimez vraiment et qui a du sens pour vous, ou pour fuir un vide auquel vous devrez faire face lorsque vous devrez vous arrêter? Votre vie sociale trépidante est-elle un choix, ou le moyen le plus facile d'échapper à ce vague malaise que vous ressentez lorsque vous êtes seul avec vous-même? Être constamment occupé est-il une vertu, ou une façon d'éviter cette petite voix intérieure qui vous demandera « c'est tout ». Je pose ces questions car Jung l'aperçut très clairement. Le point commun des personnes qui paraissent réussir extérieurement, mais qui sont brisées intérieurement, c'est qu'elles ont le bon rythme, mais la mauvaise direction. Elles courent même très vite. Mais lorsqu'on choisit la mauvaise cible, la vitesse entraîne une perte encore plus rapide. Et c'est l'un des paradoxes les plus douloureux. Plus on s'efforce, plus on réussit, plus on fait ses preuves. Le vide intérieur semble parfois encore plus profond, car chaque succès confirme le sentiment « Regardez, j'ai fait ça aussi, mais je ne suis toujours pas complet ». Et une fois de plus, on se lance à la conquête d'un nouvel objectif. Un objectif plus ambitieux, plus prestigieux, plus impressionnant. Jung a attiré l'attention sur ce point dès ses premiers écrits et l'a souligné avec une force croissante par la suite. Les objectifs que la société vous propose ne sont pas conçus pour répondre à vos véritables besoins. La société vous offre le succès, le statut, l'approbation, la beauté, le pouvoir. Elle vous dit que vous serez heureux si vous les obtenez. Mais cette carte que la société vous propose ne correspond peut-être pas à la véritable géographie de votre âme. Et si vous essayez de marcher sur votre propre terrain avec la carte de quelqu'un d'autre, vous vous perdrez constamment. L'aspect le plus insidieux de la poursuite d'un objectif erroné est le suivant. Même si vous avez souvent le sentiment que cet objectif est mauvais, il est très difficile de s'arrêter. Car vous y avez investi tellement, votre temps, votre énergie, vous-même. Et si vous vous arrêtez, vous devez accepter que tout cet investissement ait été vain. Mais Jung dit, plus vous vous enfoncez dans la mauvaise voie, plus il est long de faire demi-tour. Le courage de s'arrêter exige une force bien plus grande que le courage de continuer. Et ce courage commence par l'honnêteté envers soi-même. Examinez à nouveau vos objectifs. Les avez-vous vraiment choisis, ou vous a-t-on demandé de les choisir? Leur réalisation vous apporte-t-elle une réelle satisfaction? Ou cherchez-vous simplement une excuse pour passer à l'objectif suivant? Courir, c'est bien, mais d'abord il faut trouver la bonne direction. Et la bonne direction ne commence pas toujours à l'extérieur, elle commence à l'intérieur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous constaterez que le problème n'est pas l'incapacité à trouver le bonheur, mais une définition erronée de celui-ci. Et cette définition erronée ne vient pas de vous, elle vous a été inculquée. Dès votre plus jeune âge, sans même vous en rendre compte, un système de croyance sur le bonheur s'est construit en vous. Le bonheur est un but. Le bonheur découle de sa réalisation. Le bonheur est un état ressenti lorsque les conditions idéales sont réunies. Si vous décrochez cet emploi, si vous nouez cette relation, si vous gagnez cet argent, si vous obtenez cette reconnaissance, alors vous serez heureux. Et ce système de croyance s'est tellement ancré en vous que l'idée de le remettre en question ne vous a même pas effleuré l'esprit. Car tout le monde répétait la même chose. Votre famille, votre école, la télévision, les réseaux sociaux, les témoignages de réussite. Tous véhiculaient le même message, plus de réussite pour être heureux. Mais Jung, face à cette situation, aperçut une toute autre réalité. Jung ne définit pas le bonheur comme un but. Il insiste particulièrement et avec constance sur ce point.
Il affirme que le bonheur n'est pas un but, mais le fruit d'une vie riche de sens. Cette phrase peut paraître abstraite au premier abord, mais lorsqu'on y réfléchit vraiment, elle recèle une vérité qui transforme radicalement notre vision de la vie. Pensez-y. Quand avez-vous ressenti la plus profonde satisfaction? Repensez à ces moments. Ce n'était probablement pas lors d'un achat. Ce n'était probablement pas lors de la victoire d'un titre. Le plus souvent, cette satisfaction est née de la création, d'un impact réel sur la vie d'autrui, d'une épreuve surmontée, du don de soi, d'un sentiment de plénitude. Car le bonheur ne vient pas du comblement d'un vide, mais du débordement. Et pour déborder, il faut d'abord savoir ce qui nous remplit. Quelles actions nous nourrissent véritablement? Quelles relations nous font grandir? Quels moments nous permettent de nous sentir au plus près de nous-mêmes? Quelles valeurs, placées au cœur de notre vie, éveillent en nous un sentiment de solidité, d'appartenance? Ce ne sont pas des questions anodines. Selon Jung, elles sont au cœur même du chemin vers l'individuation. Qu'est-ce que l'individuation? Jung la définit comme un cheminement vers sa propre version unique, profonde et authentique. Ce cheminement ne vous isole pas de la société. Il ne vous rend ni égoïste, ni irresponsable. Au contraire, il vous reconnecte à vous-même. Et une personne véritablement connectée à elle-même peut aborder le monde d'une manière bien plus solide, profonde et authentique, car elle agit alors non plus en fonction des attentes d'autrui, mais en accord avec sa propre essence. Or, il est essentiel de faire une distinction importante. L'individuation ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut, à rejeter ses responsabilités ou à ignorer son entourage. Jung n'a jamais affirmé cela. L'individuation consiste à voir clairement qui l'on est et à faire des choix en fonction de cette vision. Il s'agit de distinguer ce qui nous appartient de ce qui nous a été imposé. Et, progressivement, il s'agit de construire ce qui nous appartient tout en nous libérant de ce qui nous a été imposé. Ce processus n'est ni parfait, ni linéaire. Il comporte des obstacles, des doutes et des moments d'indécision. Mais chaque véritable pas construit en vous quelque chose de petit, mais d'inébranlable. Et cette chose grandit avec le temps. Jung dit aussi, souvent quand les gens recherchent le bonheur, ils recherchent en réalité un sens à leur vie. Mais sens et bonheur ne sont pas synonymes. Le sens exige parfois de la souffrance, parfois des sacrifices, parfois d'affronter des réalités difficiles. Mais celui qui mène une vie pleine de sens trouve en lui un ancrage solide, même dans les moments difficiles. Cet ancrage le protège de l'effondrement. Pour celui qui aspire au bonheur, la difficulté apparaît comme un obstacle, faisant de la vie une menace. Celui qui cherche un sens, en revanche, perçoit la difficulté comme une étape de son cheminement. Ainsi, pour Jung, le vrai bonheur n'est pas un sentiment passager que l'on éprouve uniquement lorsque les circonstances sont favorables. Le vrai bonheur est une profonde sérénité qui naît de la connaissance de soi, du respect de ses valeurs et de l'acceptation de sa part d'ombre comme de sa part de lumière. Nul besoin d'une vie parfaite pour y parvenir. Nul besoin que tous ses problèmes soient résolus. Il suffit d'être honnête avec soi-même, de se tourner vers l'intérieur et d'écouter cette voix longtemps restée silencieuse. Écrivez ceci en commentaire aujourd'hui. Je suis prêt, aime me tourner vers l'intérieur. Cela peut paraître une phrase anodine, mais parfois, coucher ses pensées sur le papier, c'est comme ouvrir une porte. Et ce qui se trouve derrière cette porte, c'est ce que vous n'avez jamais trouvé à l'extérieur, mais que vous avez toujours cherché. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. La plupart des gens évitent ce genre de questions. Au lieu de les affronter, ils passent à autre chose. Au lieu d'écouter, ils refoulent. Au lieu de comprendre, ils sont préoccupés. Mais vous êtes là, et cela en dit long sur vous. Maintenant, je voudrais vous parler de la dernière étape et peut être la plus cruciale de ce cheminement. Où commence la transformation? La plupart des gens associent la transformation à un événement majeur, un tournant décisif, ce moment précis où tout bascule. Une crise, une perte, une rupture, une maladie. Et oui, parfois, la transformation commence effectivement ainsi. La vie nous arrête parfois brutalement, mais Jung dit tout autre chose. Selon lui, la transformation ne commence pas par de grandes explosions, mais par de petites prises de conscience. Un moment survient où vous voyez quelque chose que vous n'aviez jamais vu auparavant. Peut-être observez-vous une réaction et vous demandez-vous, cette réaction vient-elle de moi ou d'un fardeau que je porte depuis des années? Peut-être remarquez-vous un schéma récurrent dans une relation et cette fois, au lieu de vous demander « Pourquoi cela se produit-il toujours ?» vous vous demandez « Que signifie ce sentiment ?» Peut-être vous réveillez-vous le matin avec ce sentiment de vide et cette fois, au lieu de le refouler, vous reconnaissez simplement sa présence. Ces petits moments sont les germes de la transformation. Ils ne sont pas spectaculaires. Personne ne les voit.
mais il change quelque chose en vous, et selon Jung, la véritable transformation s'opère précisément ici, dans des moments invisibles, des acceptations silencieuses, des décisions intérieures que personne n'applaudit. Alors, comment cette transformation progresse-t-elle? Jung ne définit pas le processus d'individuation comme un chemin linéaire. Il le définit comme un voyage en spirale. Vous revenez aux mêmes problématiques, mais à chaque fois, vous les examinez avec un peu plus de profondeur, un peu plus de maturité. Une critique qui vous a anéanti, il y a 1 an, peut aujourd'hui n'être qu'une simple information. Un rôle qui semblait autrefois définir toute votre identité peut maintenant apparaître comme une simple tâche accomplie. Ce changement ne vous rend ni froid, ni distant, ni insensible. Au contraire, il vous rend plus authentique, car vous n'êtes plus défini par vos réactions, mais par vos choix. Et cette distinction change tout. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose de très concret. La transformation n'est pas forcément un concept abstrait. Elle peut prendre des formes infimes, mais très puissantes, dans votre quotidien. Lorsqu'une personne vous agace, prendre une grande inspiration avant de réagir impulsivement est un petit exercice d'individuation. S'arrêter et se demander « Est-ce que je le veux vraiment ?» avant de répondre automatiquement par l'affirmative est un pas vers la prise de conscience de sa propre personnalité. Se tourner vers l'intérieur après une situation très désagréable et se demander « Quel impact cela a-t-il eu sur moi ?» marque le début d'un premier contact authentique avec son ombre. Ces exemples peuvent paraître anodins, et ils le sont. Mais l'essence même de l'enseignement de Jung réside là. Les grandes transformations s'opèrent par l'accumulation de petites prises de conscience. Et cette accumulation exige de la patience. Elle exige de la compassion envers soi-même. Car une personnalité construite au fil des années ne disparaît pas en un jour. Une ombre refoulée pendant des années ne s'intègre pas en une seule méditation. C'est un processus. Et le plus beau dans ce processus, c'est que chaque étape s'appuie sur la précédente. Aucune prise de conscience n'est vaine. Vers la fin de sa vie, Jung a dit « La chose la plus importante que j'ai apprise dans la seconde moitié de ma vie, c'est que faire la paix avec l'obscurité intérieure procure une liberté bien plus profonde que de trouver la lumière extérieure. » Repensez à cette phrase. Faire la paix avec l'obscurité. Il ne s'agit pas d'essayer d'effacer son ombre. Il ne s'agit pas de la nier. Il ne s'agit pas de la fuir. Il s'agit de faire la paix avec elle, de l'accepter. Et dans cette acceptation, trouver une liberté insoupçonnée. C'est là que commence la transformation. À un moment donné de votre vie, peut être il y a longtemps, peut être en ce moment même, vous avez senti que quelque chose n'allait pas. Il y avait un poids, une lassitude inexplicable. Ce sentiment n'était pas une erreur. Ce sentiment était le message le plus sincère que votre âme vous a envoyé. Et maintenant vous avez entendu ce message. Reconnaître le masque est le début de l'individuation. Affronter l'ombre, c'est marcher vers ce que l'on fuyait. Abandonner la mauvaise cible est un acte de courage. Et chercher un sens, c'est changer de cap. Ces étapes ne vous rendront pas parfait. La perfection n'a jamais été le but, de toute façon. Mais ces étapes vous permettront d'être authentique. Et être authentique, c'est se tenir dans un état bien plus fort, bien plus durable, bien plus libre que la perfection. Jung apprenait une chose tout au long de sa vie. Être soi-même est le plus grand acte de courage. Et ce courage ne commence pas à un autre moment, dans un autre lieu, dans d'autres circonstances, mais ici et maintenant, dans votre vie même. Ceci conclut cette vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir en versant une cotisation, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.